This meeting is being recorded. On m'a très vite fait comprendre que j'étais pas nécessairement légitime dans mon expression et que ce soit dans la forme comme dans le fond. Et donc le fait d'avoir essayé de prendre le contre-pied de cette inégalité-là et de cette injustice fait que ça me renforce encore plus dans mon expression de genre. Mind changers. Le fait de parler de plus en plus de ces thématiques, on les remarque davantage dans nos quotidiens. J'ai internalisé des process, des gestes, des fonctionnements que j'avais pas du tout avant. Heureusement qu'il y a des hommes qui s'impliquent. Si on avait un mouvement non pas féministe mais entièrement féminin, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer notre message. Le pire, c'est qu'il sait que ce qu'il faisait n'était pas bien, parce que le premier truc qu'il m'a dit pour se défendre, c'est non mais t'inquiète, personne peut retracer. Chez nous, on n'a pas le droit de parler. On peut écouter plus le garçon que moi. Il faut changer. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Genre de vie, le podcast qui raconte une histoire, celle de notre jeunesse et des inégalités de genre. Comment les vivons-nous ? Comment les racontons-nous ? Comment les comprendre ou comment les combattre ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans ces 5 épisodes. Le sexisme ordinaire existe partout. Nous les jeunes, nous le rencontrons en tout lieu. Dehors, dedans, dans nos amphis, dans nos sorties ou en travaillant, jusque dans nos mots, il est présent. Le sexisme ordinaire, ce sont ces discriminations basées sur le genre qui s'immiscent dans le quotidien de toutes les femmes ou les minorités, et qui en deviennent presque communes, invisibles. Si nous revenions là-dessus, déconstruisons ensemble là où nous intériorisons. Un bon coup de pied dans la poussière, voilà ce que nous vous proposons pour lutter contre ces dominations. Dans ce premier épisode, nous allons aborder le thème de l'expression. L'utilisation libre du langage, la capacité à formuler sa pensée par la parole. Mais quelle parole ? La voix de celle qui rencontre une barrière au quotidien pour s'exprimer, se faire entendre. Ce podcast s'adresse à toutes celles qui s'identifient comme femmes, mais plus généralement à tous les jeunes, quel que soit leur genre. La première rencontre, la première voix de ce podcast, c'est celle de Shaima. Vous l'avez entendu en accroche de cet épisode. Alors, expression rime-t-elle avec genre ? Alors je m'appelle Shaima, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 1 de sciences politiques. Je pense que j'ai assez conscience d'avoir une voix un peu enfantine et je pense que c'est un truc dont j'ai pas mal souffert et forcément j'avais l'impression qu'en ayant une voix enfantine ou en effet assez aiguë, ça pouvait participer d'une sorte de décrédibilisation de mon propos. Mais en ayant conscience précisément de cet aspect-là, j'essaie de pas minimiser ma voix et d'essayer de parler le plus possible et de faire de tous les espaces, des espaces qui sont par définition politiques et dans lesquels j'ai pleinement le droit et même le devoir, un peu à mon sens, de m'exprimer. Enfin, j'ai l'impression que ma voix importe, dans le sens où parce qu'elle est minorisée du fait de juste mon identité de genre, mon appartenance raciale, etc., il est important que je fasse un peu le travail de la porter le plus haut possible et le plus fièrement possible. Pourquoi parfois tu te sens illégitime à prendre la parole ? Évidemment, vu que j'ai pas été socialisée à avoir confiance en moi et en mon propos, parce que c'est pas comme ça qu'on éduque les jeunes filles, j'ai conscience de tous les mécanismes qui peuvent parfois m'empêcher de me sentir légitime dans ma prise de parole. Quand on discute par exemple avec des hommes, c'est ce qui arrive c'est des situations dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvée. Et quand un désaccord survient, souvent eux vont avoir tendance à parler plus fort, hausser la voix et prendre de l'espace. Moi, je me retrouve minimisée, mais juste d'un point de vue très, très brutal, de manière sonore, et j'essaie de faire la réflexion de non, tu ne hausses pas ton ton, parce que forcément ça nous met sur un pied de non-égalité. Enfin, moi je suis pas nécessairement dans la perspective de me dire ok, parce que j'ai quelqu'un qui hurle en face de moi, je vais mettre à hurler, parce que je trouve que c'est pas juste, on s'entend pas et c'est pas une manière nécessairement correcte de discuter, donc autant essayer de rééquilibrer la chose. Et aussi, il y a le classique coupage de paroles, et c'est souvent les mêmes. Puis globalement, ça crée même un contexte de non-entente, pas agréable pour personne, quoi.
ouais, ça me met en colère d'un coup et généralement je coupe court à la situation en disant, mais de manière très sèche et reste polie, mais ne me coupe pas la parole. En fonction des situations, je rajoute un s'il te plaît ou non, mais j'essaie de pas me mettre dans une perspective non plus de quémander le respect et quémander l'égalité dans le temps de parole ou dans la prise de parole. Quand je me retrouve dans des discussions en mixité, par exemple, face à un homme qui va avoir tendance à monopoliser complètement la parole, à parler beaucoup de lui, à s'intéresser moins aux autres interlocuteurs ou interlocutrices. Personnellement, c'est quelque chose qui m'épuise assez rapidement parce que c'est pas très intéressant d'avoir quelqu'un qui fait un monologue devant soi. Donc, j'ai tendance à essayer de fuir ce genre de situation ou ce genre de personnes. De manière un peu générale, les femmes vont faire un travail considérable pour lancer et maintenir une conversation, que ce soit poser des questions, s'intéresser à la vie de l'autre. Toi, c'est quelque chose qui te parle, que tu as rencontré aussi dans ton quotidien? Il y a un peu une tension entre le fait d'avoir conscience que précisément l'intérêt pour l'autre, le fait de poser des questions, le fait de juste se sortir un peu de soi pour entretenir une discussion, c'est totalement genré et que c'est un construit social. Et le fait que pour moi, c'est aussi une des manières les plus pertinentes et intéressantes d'avoir une discussion. Je pense pas qu'il faille totalement bannir le fait de s'intéresser à l'autre. Enfin, évidemment, ce serait juste terriblement ennuyeux et le but, c'est pas de se caler sur les standards de la socialisation masculine, mais ces aspects-là plus féminins ou construits comme étant féminins, les rendre plus omniprésents dans la manière de relationner. Alors, comment, selon toi, en haussant la voix, on pourrait se réapproprier la colère? J'ai conscience que parfois, même quand je peux m'emporter ou m'énerver, ça peut être moins crédible que si c'était par exemple un homme qui le ferait. Généralement, quand on s'énerve en tant que personne socialisée comme des femmes, on va très vite nous remettre à notre place et nous faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on devrait se comporter. Le stéréotype de l'homme qui s'emporterait et qui serait dans son bon droit versus celle de la femme qu'on qualifierait d'hystérique, existe. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a tout un travail de réappropriation de cette colère. Quand on voit certains milieux féministes ou certaines manifestations féministes hurler, de prendre de la place via sa voix, c'est de plus en plus présent. Plus on se sentira légitime et on fera ce mouvement de prendre la parole et plus ça aura d'importance et ça participe aussi, je pense, d'une forme de normalisation d'autres voix et d'autres formes d'expression. Afin de mieux comprendre les injustices d'élocution, nous sommes allés poser la question à d'autres voix, qu'elles prennent un E ou un X. Difficile de se confier sur cette thématique, un cadre bienveillant et une boisson chaude à la main, délie les langues. Écoutons maintenant Eléa, 22 ans, étudiante en master de philosophie. Alors Eléa, comment toi tu la vis, ta voix? Je pense que j'essaie de l'oublier très souvent parce que j'ai été habituée à la concevoir comme un complexe. Je sais pas trop si ça peut surprendre les personnes en m'entendant actuellement, mais j'ai une voix assez grave pour une fille, comme on dit. Et en fait, j'ai toujours une voix très grave et ça faisait peur aux gens. C'était toujours l'occasion pour moi, quand on me parlait de ma voix, de me rabaisser. Il y avait toujours des occasions, des moments, des détails pour qu'on se moque de moi et qu'on me ramène à mon androgynie. Ce qui était vraiment une blessure à cette époque. Ça me faisait vraiment mal de me dire quoi que je fasse, on pourra me prendre pour un garçon. Et donc cette voix, particulièrement, j'en avais honte parce que c'était un critère de plus et que le souci, c'est que la voix, c'est difficile à changer. Je peux changer ma coupe, mettre du maquillage, changer mes vêtements, mais la voix, elle était là et je devais faire avec. Chanter toute seule, ça me fait peur, par exemple, alors que j'adore ça. J'essaie de dépasser cette voix qui me fait honte en faisant quelque chose qui me fait plaisir, et donc notamment elle est assez grave et assez posée et que je sais parler fort. Mais en général, on va quand même m'écouter ou... Enfin, je passe pas inaperçu en tout cas, c'est sûr, pour le meilleur et pour le pire. Et cette voix non plus. Je me sers d'elle pour construire des discours que je trouve intéressants, et là, j'aurais l'impression de faire quelque chose.
Mais comment ils arrivent à rappeler que ta voix ne correspond pas au stéréotype de genre ? Donc ça va être décrédibiliser des propos concrètement, se moquer, reprendre des expressions et s'en moquer, ou notamment, comme ce genre de garçon, c'était souvent pour pouvoir dire « Souvenez-vous qu'elle n'est pas comme nous ». C'était une manière de me catégoriser, au sens où, du fait d'être androgyne, où je pense que ça perturbait beaucoup les gens de ne pas pouvoir catégoriser, donc ils catégorisaient au plus visible et au plus entendable. Et donc vis-à-vis de ma voix, c'était l'occasion de dire ah bah c'est trop grave, c'est une voix de mec, comme quand elle joue au foot, enfin des trucs comme ça. Notamment le foot, le nombre de fois où je me suis fait victime par rapport à ça, alors que j'étais meilleure qu'eux, clairement. Donc c'était un critère d'exclusion. Oui, c'était totalement tu corresponds pas au stéréotype de genre et on t'exclut, et c'était même plus, c'est-à-dire tu corresponds pas au stéréotype de genre, alors on va te rappeler que tu y corresponds en te réduisant à ton essence féminine à laquelle tu coches pas toutes les exigences en fait. Donc rappelle-toi que tu n'es qu'une femme et que même si tu coches des exigences de garçon, tu resteras une femme, donc inférieure. Mais aujourd'hui, tu sembles avoir un rapport complètement différent avec ta voix. Est-ce que tu dirais que tu as transformé celle-ci en force ? J'ai réussi à transformer beaucoup de critères sur lesquels on me discriminait en force et de plusieurs manières. Parce que j'ai réussi à m'en foutre à une période, ce qui m'a permis de prendre confiance sur d'autres points. Et c'est ces autres points qui ont pu soutenir aujourd'hui le fait que, il y a pas longtemps, j'étais prête à chanter en public, alors que j'aurais jamais cru que je ferais ça de ma vie, quoi. Et à la fois en trouvant d'autres modèles, d'autres représentations qui me présentaient d'autres physiques, d'autres expressions, d'autres manières, d'autres mimiques, et d'autres voix également. Maintenant, je sais pas à quel point je n'ai pas pris appui sur des modèles d'hommes pour pouvoir, je sens, me sentir mieux dans ma voix. Typiquement, les chansons que je chante, souvent, sont des chansons chantées par des chanteurs. Toutes les expressions et toutes les manières de poser ma voix que j'ai apprises sont souvent tirées des youtubeurs masculins, et c'est ça aussi qui m'a fait me sentir plus à l'aise avec cette voix, c'est que j'arrivais à refaire des expressions et des formulations, ça amusait mes amis en fait. Donc je me suis dit, ah tiens, je peux en faire quelque chose. J'allais faire ce qui faisait rire quand j'étais au collège, la majorité des youtubeurs étaient des hommes. Je me suis inspiré notamment beaucoup de quelqu'un comme Jim Carrey, que je trouvais génial justement parce que c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux. Et donc comme je voulais rien prendre au sérieux, ni mon physique, ni mon expression, ni ma voix, en faire quelque chose de ridicule et devenir moi-même le ridicule, c'était une manière d'éloigner les moqueries en fait, et de prendre confiance en moi. Qu'en fait, on est plein de voix. Et plein de voix super différentes, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Pendant longtemps, les femmes ont cherché à avoir la même voix que les hommes, c'est-à-dire une voix plus grave, plus sérieuse, etc. Mais que ça leur rend pas service. Elles n'existent pas en tant qu'elles-mêmes, mais elles essayent de s'accoutumer à un modèle de voix pour qu'on les écoute. L'idée, c'est de le prendre peut-être à contre-pied et de dire chacun sa voix, chacune sa voix. Pour en savoir plus, on est parti à Paris interroger Aline Jaillet, phoniatre. Ça veut dire experte de la voix. Dans son cabinet, à 2 pas de la gare Saint-Lazare. Aline a décidé de consacrer sa carrière à la voix, et notamment à celle des femmes. Bonjour. Bonjour Clara, bonjour Antoine, entrez. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Installez-vous. Quand j'accompagne des femmes, ce qui émerge tout le temps, c'est la question de comment je fais pour être femme à travers ma voix. Et comment je fais pour être entendue en tant que femme à travers ma voix. La hauteur absolue, normalement moyenne, d'une voix de femme, qui est à peu près 220 Hz, donc ça c'est la hauteur du fondamental, c'est pas une hauteur absolue pour dire ça c'est une femme ou ça c'est un homme. Et du coup, on s'aperçoit, et les études sont très intéressantes là-dessus, que c'est pas tant la hauteur qui joue que la façon de parler, que le dessin mélodique, que les intonations, que le phrasé, que le lexique utilisé. Et donc tout ça, c'est pas physiologique, c'est social, c'est culturel. Ça veut dire aussi que dans une culture donnée et dans une époque donnée,
les femmes vont pas performer leur voix de la même façon. Et on s'aperçoit par exemple aujourd'hui que depuis 1950, entre 1950 et je crois c'est les années 2000, les femmes, elles ont descendu leur voix. Elles ont perdu 23 Hertz. Ça veut dire l'équivalent de 1,5 ton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix des femmes se rapproche progressivement de celle des hommes. Et c'est pas parce que les femmes, elles ont particulièrement changé physiologiquement. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire d'abord que les femmes, de plus en plus, elles sont rentrées dans le domaine professionnel. Elles ont eu à se confronter aussi aux prises de parole auxquelles les hommes étaient confrontés jusque-là et auxquelles elles n'étaient pas confrontées. Donc elles ont dû créer de la crédibilité, de la légitimité. Elles ont pris l'habitude d'utiliser leur voix. Donc dans ces cas-là, ok, d'accord, ça change notre voix, c'est ok. Moi, je crois aussi que les femmes, pendant très longtemps, elles ont aggravé leur voix volontairement parce qu'elles n'avaient pas de modèle de voix de femme crédible et légitime, et que le seul modèle qu'elles avaient, c'était les hommes. Et que pour s'imposer dans un monde d'hommes, il fallait qu'elles aient une voix qui soit la plus proche de la voix des hommes. Et que donc, ça induit que les femmes qui étaient légitimes, et notamment ça se voit dans les médias dans les années 80-90, on entend des femmes, Anne Sinclair, Christine O'Krent, des voix comme ça, qui sont hyper aggravées, parce que le grave signe le sérieux, et que la voix des femmes, plus aiguë, ne signe pas le sérieux. Bon, vous voyez, comme ça, si je fais un petit peu comme ça, voilà, là j'ai une voix sérieuse, quoi. Donc là, je suis crédible, je suis légitime, on me croit, on me dit, oh, c'est une femme qui est bien. Par contre, si je fais comme ça, en fait, c'est pas facile, quoi. Là, on va dire, c'est une blonde, quoi, Et puis, là, non, ça va pas du tout pour ce poste-là, quoi, vraiment pas. Il y a un discours sur les femmes. Il y a un discours sur les voix des femmes et sur la parole des femmes. Donc en fait, les femmes ont l'habitude, depuis toute petite, à toujours entendre un discours d'injonction et d'interdit et de jugement, on va dire, sur elles. Alors, elles, c'est quoi? Sur leur corps, leur apparence, donc c'est d'abord visuel, et puis sur leur voix et sur leur façon de parler. Ces injonctions-là, ces jugements, ces modèles ou ces contre-modèles-là vont impacter forcément les femmes, et notamment en termes d'assurance et de confiance en elles. C'est hyper intéressant parce qu'il y a des femmes qui arrivent à poser leur voix, ce qu'on appelle poser leur voix, et avoir une voix qui soit moins en train de répondre aux injonctions, que ce soit des injonctions de féminité ou que ce soit des injonctions de sérieux. Et donc elles arrivent à trouver leur voix. Tant mieux, super. Mais toutes les autres qui ont été hyper formatées pendant leur adolescence à avoir une voix qui soit, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais parce que je pense que c'est le terme, bonne, et qui arrivent dans le monde professionnel et qui voient bien qu'il faut qu'elles fassent autrement, mais qui ne savent pas faire autrement. Les autres qui n'ont pas été forcément formatées comme ça, mais qui, pour X raisons, sont plutôt dans de la retenue, dans la réserve, qui n'arrivent pas à s'imposer, elles n'ont pas non plus la voix qu'il faut. Et puis, il y a celles qui prennent comme modèle la voix des hommes, et puis qui vont y aller, quoi. Et puis alors là, en fait, une voix de femme qui prend une voix d'homme, elle paraît dure, sèche, agressive. On va lui dire, mais pourquoi t'es agressive comme ça? Enfin, voilà. Donc c'est jamais bon, en fait. Et donc ça aboutit à des femmes qui gardent le silence, parce qu'il y a tellement d'injonctions dans leur tête qu'elles peuvent même plus librement parler. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, encore aujourd'hui, et c'est là où les hommes, de mon point de vue, ont tout un travail de déconstruction, de prise de conscience et de formation à faire, c'est que les hommes, eux, grandissent et évoluent dans un monde où ils n'ont pas ce type d'injonction. Un homme qui parle beaucoup, c'est pas un problème. Un homme qui parle fort, qui parle avec assurance, c'est non seulement pas un problème, mais c'est comme ça qu'il montre qu'il est homme. Les filles, les femmes naissantes, on va dire, et les femmes adultes, évoluent dans un monde où il est normal pour un homme de parler plus fort qu'une femme, et donc, comme il y a un différentiel à la fois en termes de hauteur et en termes de puissance, les femmes s'entendent plus faibles
que les hommes, et donc elles en déduisent qu'il faut qu'elles se taisent, parce qu'il y a une espèce de... ça induit la voix un peu plus forte et plus costaud, on va dire, plus grave des hommes, ça induit aussi dans l'inconscient qu'ils ont le pouvoir. Et puis, dans notre société encore aujourd'hui, même si ça évolue, beaucoup d'hommes se permettent de parler sur la voix des femmes, donc de les interrompre, d'expliquer aux femmes des choses qu'elles savent beaucoup mieux qu'eux. Ça s'appelle le mansplaining, et je vais vous expliquer ce que c'est. Non, mais non, Antoine, tu peux pas faire ça maintenant. C'est exactement ça le mansplaining. Un gars qui prétend tout connaître sur tout, te coupe la parole, t'infantilise. Écoute plutôt Aline. Alors moi, mon souhait aurait été de faire une formation pour les hommes aussi, de façon à ce qu'ils apprennent à écouter les femmes. En fait, les femmes sont encore aujourd'hui très très souvent confrontées à des situations sociales où, même quand elles prennent la parole, on leur indique qu'elles sont moins importantes, moins compétentes et moins bienvenues dans leurs paroles que les hommes. Aujourd'hui, ça change. Oui, heureusement. Parce que, et moi je pense que depuis MeToo, il y a eu beaucoup de choses qui sont libérées à ce niveau-là. Il y a, comme on entend de plus en plus de femmes dans les podcasts, sur les radios, dans les télés, et encore que les télés c'est encore un peu moyen, mais bon, on entend de plus en plus de femmes. Du coup, il y a de plus en plus de modèles de femmes. Et il y a de plus en plus de jeunes. Je dirais que là, la génération entre 25 et 35 ans, elle y va à fond, quoi. Moi, je crois beaucoup dans les nouvelles générations qui n'ont pas été aussi formatées que les précédentes et qui osent et qui ont beaucoup d'audace et qui y vont, quoi. Du coup, on commence à entendre des voix de femmes qui sont super différentes. C'est plus des voix formatées et qui osent être un peu comme elles sont, y compris un peu rauques, un peu cassées, un peu... Enfin, voilà. Et y aller. Et elles y vont, mais vraiment. Et du coup, ça donne d'autres possibilités, à la fois aux femmes, et à la fois, on commence à s'habituer à entendre des voix de femmes qui sortent du cadre. Ces voix, aussi multiples soient-elles, ont des parcours, des injonctions et des réalités tout aussi différentes. Sarah, femme syrienne de 26 ans, a vécu une partie de sa vie en Jordanie et est aujourd'hui étudiante à Lyon. Elle nous partage son expérience. Pour moi, l'égalité, en fait, c'est pas un point qu'on est arrivé et c'est tout. C'est un très long chemin. Alors en Jordanie, j'ai travaillé dans le domaine cosmétique et il y a parfois mes amis qui viennent pour acheter. Et pour moi, s'il était un homme ou un ami, il m'a dit non, il faut pas parler avec des hommes dans le même magasin. Je me suis dit pourquoi c'est un magasin pour tout le monde. Non, tu es une femme, s'il y a quelqu'un qui te voit, tu parles avec un homme, ça sera compliqué pour nous. Et pour moi, c'était tellement bizarre en fait. T'avais pas le droit de parler ? Non. Si un homme, il faut parler à un autre collègue pour parler avec les hommes. C'est pas toi qu'il faut parler. Donc il faut rester silencieuse. Silence, mais soit avec les femmes. En fait, c'est ça qui laisse une marque tout le temps. Et en France ? Je travaillais ici dans un restaurant. Et le manager, tous les responsables sont les hommes. Et quand je parle, parfois, tu vois, ils n'écoutaient pas. Que je suis pas très fort pour arriver à tout expliquer. Mais dans l'autre côté, j'ai travaillé avec des femmes ici. Et c'était pas la même chose en fait. La communication c'était plus efficace, même en français, mais c'était plus efficace. Oui, c'était plus facile pour moi. Le fait que quelqu'un s'autorise à te dire ne parle pas avec telle personne, tu n'as pas le droit de le faire. Toi, tu sentais comment quand on te disait ça ? J'ai pas pas très bien fille, mais pourquoi je regarde mes vêtements, mais comment j'ai pu... Il y a un problème sur moi, peut-être j'aimais beaucoup de maquillage, ou je sais pas, je pense qu'il y a un problème avec moi.
bat avec les hommes. Et je trouve que le problème, c'est moi. Mais en fait, moi, je pensais à ça. Non, je ne suis pas le problème, c'est lui le problème. Parce que c'est lui qui t'écoute pas et c'est lui qui te laisse pas parler. Oui, exactement. Oui, je crois qu'il y a un problème quand même si tu es une femme, il faut être un homme pour demander ça. Et oui, c'est pas tellement acceptable en fait. Il faut être un homme pour demander quelque chose que je veux. Et c'est pas trop dur de demander... Si. C'est dur. C'est pour ça que je vais pas rester là. En série, il y a difficulté à communiquer avec ces sujets en égalité. C'est le même avec ma mère. Il est en Arabie Saoudite, mais il a fait tout comme il veut. En fait, ma mère, elle n'est pas d'accord avec la société. Elle n'est pas respecté la règle en Arabie Saoudite. En fait, il n'est pas de féministe, mais elle travaille, il habite toute seule, il sort toute seule. Et c'est pas quelque chose de normal dans la société Arabie Saoudite. C'est pas... Et pour moi et ma mère, c'est un modèle pour moi, en fait, qui bien m'a aidé. Il ne faut pas compter sur les hommes pour vivre ton vie comme tu veux. Et je crois que les femmes on est tous ensemble. Solidarité féministe. Toutes ces expressions que nous venons d'écouter nous ont donné envie d'aller voir les militants et les militantes qui essayent de renverser la tendance, avec une meilleure répartition, inclusivité et écoute de la parole des femmes. Allons retrouver Fanny Dufour, fondatrice des Nouvelles Oratrices, qui propose des formations à la prise de parole, à l'attention d'un public entièrement féminin. J'ai fondé cette formation, c'était le 8 mars 2020, pour célébrer la journée des droits des femmes, puisque pour moi, la parole est un droit et même quelque chose qui devrait être un droit tout à fait partagé. Pourquoi avoir choisi le fait d'être entre femmes ? Quelle est la force de la non-mixité du coup ? Oui, alors j'attendais forcément cette question. Je me suis dit, je vais vous la laisser me la poser, parce que c'est la question qui me revient systématiquement. La non-mixité dans la prise de parole en public, c'est un accélérateur de montée en compétences. Puisque quand on prend la parole, on s'expose, ne serait-ce par exemple que physiquement. On se laisse regarder et on sait que le corps féminin est plus regardé qu'un corps masculin. On sait qu'on a plus d'injonctions en tant que femme à être à l'écoute, à être discrète, à être polie, etc., qui sont des injonctions qui vont nous entraver parfois dans notre prise de parole. Donc le fait de se retrouver en non-mixité, c'est un peu comme si on était dans un moment hors sol où on va mettre toutes ces problématiques de côté pour se lâcher, expérimenter sans un regard masculin, qu'on l'ait intériorisé ou qu'il soit réel. Ça permet de progresser plus vite, de ressentir des choses dans son corps, dans ses mots, de voir qu'on est capable de le faire et donc de retourner entre guillemets dans la vraie vie, en mixité, mieux outillé et avec le fait de l'avoir déjà fait dans une zone de protection. Et puis, moi, ce qui me semble aussi important, c'est le deuxième volet de pourquoi je fais ça en non-mixité, c'est de pouvoir travailler la sororité. C'est vrai qu'entre femmes, on est souvent mises en comparaison. La blonde, la brune, la gentille Cendrillon, la méchante belle-mère, etc. Et ça fait que quand on prend la parole face à des personnes qui peuvent beaucoup prendre la place, eh bien, le fait de se dire, non, là, j'évolue avec plusieurs femmes, qu'entre femmes, je vois que ça se passe bien, qu'on peut se soutenir, qu'on peut se regarder avec un regard bienveillant, qu'à l'inverse, le regard bienveillant d'autres femmes me fait énormément grandir. On expérimente la sororité, on se dit que c'est un vrai outil pour se développer et on essaye de le reproduire ensuite dans son entreprise ou dans son environnement. Ensuite, on a un vrai travail autour de l'effet miroir. C'est ça aussi, moi, ce que j'aime dans cette notion de cercle, c'est qu'on est souvent donc, physiquement en cercle, donc on se regarde toutes. Et quand on voit quelqu'un qui peut avoir soit des difficultés, soit vraiment réussir à
à dépasser un de ses a priori ou réussir à faire quelque chose vraiment qu'elle ne se sentait pas capable au départ, nous, par effet miroir, ça peut aussi nous permettre de dire elle a réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas à le faire. Et de recevoir aussi des encouragements peut permettre de reprendre confiance en soi. Nous, ce qu'on aime dire à la fin de nos formations, pour vous redonner confiance, et vous penserez à vos sœurs de cercle la prochaine fois que vous aurez des doutes. Parce qu'elles ont vu que vous réussissiez à prendre la parole, que vous réussissiez à prendre confiance, à vous affirmer. Donc, reconvoquez vos sœurs de cercle la prochaine fois que vous allez douter de vous-même. En fait, c'est imposer un nouveau modèle éloquent qui n'est pas masculin. C'est ça. C'est vrai qu'on peut voir l'éloquence comme se mettre un masque et essayer de défendre à tout prix une idée, de parler plus fort, avec des grands gestes, de prendre la place. Et c'est souvent cette image-là qu'on peut avoir et qui peut nous faire complexer si on a un profil un peu plus introverti ou timide ou juste émotif. Et on se dit, non, l'éloquence, c'est masquer nos émotions, c'est s'affirmer coûte que coûte. Alors que non, pas forcément. C'est plutôt de rester humain, humaine avec qui on est et laisser la part belle aux émotions qui viennent à la fois teinter notre discours et qui peuvent aussi être très forts et très mémorables. Est-ce que c'est possible, et si oui, comment, de parvenir à une égale répartition de la parole entre hommes et femmes ? Alors, je ne sais pas s'il faut chercher l'égalité à tout prix, peut-être plutôt l'équité, parce que tout dépend aussi de l'entreprise, de l'événement, bien entendu, mais puis chercher une parfaite égalité, je pense qu'on y sera toujours dans 850 ans. En tout cas, se dire que, par exemple, dans des événements, mais c'est pareil dans des interviews journalistes, j'ai échangé avec beaucoup de journalistes, les femmes de prime abord vont plutôt refuser. Se dire là qu'on ne doit pas lâcher et qu'on doit leur demander 2 fois, 3 fois et certainement à la 3e fois, elles accepteront. Ça peut permettre de viser plus d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un traitement différent. Ensuite, de travailler aussi sur la façon dont on anime des réunions, où c'est pas forcément la personne qui va être la plus éloquente, qui doit prendre le plus de place, mais travailler sur des temps de réunion plus courts, avec tout le monde a 2 minutes pour exposer son idée sur le sujet, et puis ensuite on lance des débats, etc. Apprendre ça en classe et pour reproduire ça ensuite dans le monde de l'entreprise pourrait être une façon très concrète de pouvoir avoir un peu plus de temps de parole partagé. C'est important de parler de la prise de parole. C'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et ce sont des démarches que l'on ne fait pas forcément en entreprise. On va parler d'égalité, on va parler de recrutement, on va parler de son cœur de métier. Et la prise de parole reste une soft skills et un outil que l'on partage parce qu'on est en permanence en train de parler. De façon informelle, autour d'un café, en visioconférence, pour un client, etc. Et je pense que c'est vraiment important de parler de la parole. C'est aussi notre objectif de choisir cet angle pour notre podcast parce que je crois qu'on a tendance à oublier qu'en fait notre voix et notre parole, c'est quand même une des premières parties de notre identité. Mais je vois quand peut-être ma soeur, ma mère qui ne sont pas là, ça serait plus difficile pour moi. Oui, j'ai envie de donner ça à toutes les femmes en fait. Si j'arrive à si bien vivre les choses aujourd'hui, c'est l'entourage qui me supportait et me soutenait dans ce que j'étais. Et j'ai juste envie d'écrire à toutes ces femmes qui m'ont soutenu en leur disant mais merci en fait d'avoir dit que j'avais une jolie voix. Si j'ai pu le faire, c'est parce que des femmes qui m'ont fait me sentir légitime dans ce que j'avais à dire, des pratiques de valorisation entre femmes pour me donner toute la force pour prendre la parole. Plus les femmes vont être présentes, plus on va prendre l'habitude d'entendre des voix de femmes et de les trouver légitimes. Sois fière et parle fort. Il faut parler et faut dire non. Même dans la société c'est normal, mais pour toi c'est pas normal. Il faut dire toujours non.
Il faut s'exprimer. Yes. Mind Changers. Mind Changers. Ce podcast autour de la voix a été écrit, réalisé et monté par Clara, Hassan et moi-même, Antoine. Nous vous invitons à écouter le prochain épisode autour du thème S'apprêter, où vous retrouverez Ophélie, Bahati et Marion qui vous parleront des inégalités au travers du prisme de l'apparence. Ce podcast a été réalisé dans le cadre de My Changers, un projet qui s'inspire des objectifs de développement durable de l'agenda 2030, rédigé par l'ONU. Ces objectifs, au nombre de 17, visent l'amélioration des thématiques économiques, sociétales et écologiques. Notre but, sensibiliser à l'objectif numéro 5, dédié à l'autonomie de toutes les femmes et la lutte pour l'égalité. Nous tenons à remercier Eléa, Sarah et Shaima pour leur confiance, Aline Jallier pour son expertise, ainsi que Fanny Dufour et la solution qu'elle nous propose des nouvelles oratrices. Vous pouvez retrouver plus d'éléments sur ses formations de prise de parole sur son site internet et découvrir le nouveau livre d'Aline Jallier, Une voix à soi. Et bien sûr, merci à vous. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne à travers Resacop dans le cadre du projet Mind Changers. Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète et ses habitants. Son contenu est la seule responsabilité de la Fédération des œuvres laïques du Rhône et du journal Tout va bien, et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.